Bonjour à tous, bienvenue sur la page de Transition Pro Grand Est, Laetitia Denez, j'en arrive même plus à prononcer mon prénom, Laetitia Denez, Transition Pro Grand Est, chargée de projet en partenariat en région. Je vous souhaite donc la bienvenue en cette journée nationale de la reconversion professionnelle. Nous avons donc prévu ce matin de boire un petit café ensemble et de parler reconversion et évolution professionnelle. Ce petit temps d'échange sera suivi de portes ouvertes virtuelles par la suite, donc par le biais de visio, où vous aurez donc des professionnels qui seront derrière leurs écrans et qui pourront répondre à toutes les interrogations, questions, réflexions que vous aurez ou que vous avez déjà sur votre projet pro, sur votre avenir éventuel. Donc ce petit temps d'échange s'appelle « Changer de métier, c'est possible ». On va voir si c'est le cas ou pas. Mais on va vous donner des pistes évidemment. Nous sommes donc... quel que soit votre profil, quel que soit votre territoire, c'est en live, donc sont commodes en ce moment pour ça. On écoute vos préoccupations aussi. N'hésitez pas, il n'y aura absolument pas du tout de questions bêtes à laquelle répondre, que des préoccupations, et c'est ce qu'il y a de plus important. Ne pas avoir peur d'oser, on va en parler aussi aujourd'hui, donc n'hésitez surtout pas, nous écoutons vos préoccupations aujourd'hui, c'est le but. Alors, près de moi, avec qui on boit un petit café aujourd'hui, Tomasz, Dimitri, deux professionnels de terrain qui vont se présenter. Tomasz, dans un premier temps. Très content d'être avec toi aujourd'hui ici, Laetitia. Merci pour l'invitation. Merci aussi à toi, Dimitri. Donc, mon nom, c'est Tomasz Pawlak. Aujourd'hui, je travaille en tant que manager de service pour le réseau EVA. Le réseau EVA, c'est qui? C'est un des 5 opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les salariés et les indépendants pour les aider d'aller au bout de leur projet professionnel, que ce soit une reconversion, un changement de métier, un changement d'entreprise, mais aussi pour toute question concernant changement d'entreprise, mise à jour du CV, préparation d'entretien annuel, etc. Donc on va en parler aujourd'hui. Je suis encore une fois très très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dimitri. Bonjour à tous, bonjour Laetitia, bonjour Tomasz. Je dirais pas mieux que Tomasz, ravi d'être avec vous ce matin pour cette matinée spéciale reconversion où j'espère que les échanges seront riches et n'hésitez pas à interagir dans le chat avec nous, à poser vos questions, à formuler vos remarques, on en tiendra compte. Dimitri Noël, tu es l'un de mes collègues, tu travailles à Transition Pro et tu fais quoi ? Je suis chargé de projet suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle en Grand Est. D'accord. Voilà. Et donc tu connais bien tous les conseillers en évolution professionnelle, ou en tout cas leur métier? Pas loin, effectivement. Pas loin. En tout cas leur métier, oui, je le connais bien. Après, de là à dire que je les connais tous, peut-être pas encore, mais ça viendra, j'y compte bien. D'accord, donc sachez en tout cas que c'est un modèle tout à fait peu conventionnel dans le sens où Dimitri sera chargé de m'interrompre peut-être aussi, ou même Tomasz, hein. Si vous avez envie de dire quelque chose, surtout, vous n'hésitez pas. Moi, je suis principalement là pour poser des questions. Mais bon, tout ne va pas forcément me venir en tête au moment venu. Donc, si vous avez en tout cas quelque chose à rajouter, ils ont consigne en tout cas de m'interrompre. Nous démarrons un petit peu ce temps d'échange. J'ai remarqué qu'en ce moment, beaucoup de littérature parlait de reconversion, d'oser se reconvertir, d'oser changer sa vie, d'oser changer de métier. J'étais assez étonnée. Trouver sa voie. Et si on changeait de vie?
le grand kit de la reconversion professionnelle. J'ai aucun royalties là-dessus, je vous assure. Se reconvertir pour les nuls, trouver sa voie professionnelle. Et oui. Dessine-toi une carrière, 5 étapes pour retrouver sa voie. Les 21 méthodes pour évoluer dans votre vie privée et professionnelle. On se rend compte qu'en fait, il y a pléthore de coachs de vie professionnelle, pléthore de littérature, pléthore d'articles ces derniers temps sur tout ce qui est reconversion professionnelle et évolution professionnelle, même à la télé. On voit de plus en plus aux infos de personnes qui ont décidé de tout plaquer comme ça pour changer de vie. Moi, je m'interrogeais, est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie pour tout le monde? Est-ce qu'au-delà de l'effet un petit peu de mode, est-ce que c'est possible? Et aussi, moi je me dis que le conseiller en évolution professionnelle, il est quand même là, c'est un dispositif qui a été créé par l'État depuis de nombreuses années. Pourquoi maintenant on en parle et est-ce que c'est réellement possible? Dommage. Alors c'est pas seulement que c'est possible, mais c'est déjà une réalité. Ouais. Alors en préparant notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai essayé de regarder qu'est-ce qui se passe en France et en Europe en termes d'évolution de reconversion professionnelle. Et les chiffres sont intéressants. Donc il y a d'abord un baromètre qui est sorti juste avant la crise Covid, qui dit que voilà, près de la moitié des Français envisagent évoluer professionnellement dans les 2 ans à venir. D'ailleurs, 2 tiers de ces personnes, des salariés, considèrent avoir besoin pour cela d'être accompagnés, ce qui est... Ça c'est bien parce qu'on a des services pour ça en France. Et puis, si on va un peu plus loin dans le passé, en 2017, on avait un actif sur 4 qui a connu une reconversion dans l'année. En 2018, c'était un actif sur 3. Et on peut penser qu'avec la Covid, ça a encore accéléré parce qu'on le voit aujourd'hui avec le marché de l'emploi très dynamique, assez instable. On a vu des études qui disent qu'il y a, je sais pas, un métier sur 2 qui va disparaître d'ici 2 ans. Donc il y a en fait 2 choses. Il y a cette dynamique du marché qui fait que les trajectoires, les carrières sont de plus en plus dynamiques, imprévisibles. Mais c'est pas pour autant qu'il faut à tout prix qu'on soit nous, qu'on cède à ce discours, oui, il faut être flexible, il faut changer parce que c'est le marché qui veut ça. Je pense que la reconversion, surtout, on est là aujourd'hui pour parler d'une reconversion voulue, préparée, et c'est ces reconversions-là qui sont peut-être plus intéressantes et c'est notre service, on est là pour faciliter des reconversions, comme j'ai dit, voulues, préparées. Donc effectivement, voilà, c'est déjà une réalité, et c'est possible parce qu'il y a des services qui existent pour faciliter la reconversion. Et donc, tu parlais du contexte du Covid, du coup, est-ce qu'il a effectivement impacté, et de quelle manière, du coup, les reconversions professionnelles? Alors nous, ce qu'on observe dans notre service, donc nous, on accompagne les salariés, les indépendants, donc les actifs, et on a observé que, en fait, le Covid, oui, a eu un impact sur les carrières. Et Dimitri, tu me compléteras aussi éventuellement. On se rend compte que chez certaines personnes, et c'est même un grand nombre de personnes, on a l'impression, ça a suscité des interrogations en termes de leur positionnement professionnel. Alors, voilà, finalement, on a changé le style de collaboration, beaucoup de personnes sont passées à distance, et ce temps de confinement a mené une sorte de questionnement. Est-ce que je suis vraiment bien là où je suis? Est-ce que le travail que je fais depuis peut-être des années, est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à refaire, à réinterroger en termes de mes valeurs, de mes aspirations professionnelles? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver mieux? Donc en termes d'aspiration professionnelle, ça a eu certainement un impact. On le voit d'ailleurs maintenant avec la reprise, où paradoxalement, on a pensé qu'il y aura les chiffres de chômage qui vont monter, ce qui est probablement aussi le cas, mais il y a aussi une pénurie de l'emploi, parce que les gens
n'ont plus forcément envie de retourner sur la voie, sur le métier qu'ils occupaient avant. Je pense aussi, ça me fait penser là, au métier qu'on a dit aussi pendant un temps essentiel, non essentiel. Quand on est dans ces métiers-là et qu'on se prend aussi un petit peu en pleine face ce genre de qualificatif à propos de son boulot, ben voilà, ça c'est du non essentiel, ben voilà, merci. Moi qui me faisais plaisir dans mon boulot, ben, j'ai un boulot non essentiel. Et puis d'autres qui ont été mis, j'ai envie de dire, plus en lumière parce que leur métier était formidable. Hein. Je pense principalement aux applaudissements de 20h le soir. Et puis qui après, en fait, on s'est rendu compte, avaient des conditions de travail super difficiles. Tout ça, effectivement, a aussi chamboulé pas mal de personnes et réinterrogé tout ça. Oui, exactement. En plus, ça a été une période propice à l'introspection pour beaucoup, hein, de se retrouver entre guillemets enfermé chez soi, le rythme de vie est modifié, les relations au quotidien sont pas tout à fait les mêmes que d'habitude. Donc c'est certain que ça a été l'occasion pour certains de se questionner, de prendre du recul tout simplement sur leur situation. Et puis c'est un questionnement dans le fond sur le sens de ce qu'on fait, sur les valeurs qu'on veut incarner, et avec justement l'événement en lui-même, la crise sanitaire en elle-même, qui a pu aussi être révélatrice pour certains. Certains se sont dit, et si j'allais moi aussi œuvrer là où il y a des besoins entre guillemets essentiels, sanitaires et sociaux par exemple. Donc c'est vrai que ça a bousculé pas mal les mentalités, on va dire, à cette période-là. D'accord. Et on parle de valeurs. Ça a réinterrogé ces valeurs. Effectivement, comment nos valeurs se retrouvent dans l'orientation qu'on se choisit? Alors, je suis sûr que tu aimes les chiffres. J'adore. J'ai regardé aussi, donc, qu'est-ce qui se passe et comment le Covid, la crise sanitaire, a impacté justement quel rôle jouent les valeurs dans le choix des Français concernant leur carrière professionnelle. Donc, il y a une étude qui a été menée par Nouvelle Vie Pro, qui dit que près de 60% des actifs considèrent que la crise sanitaire a affecté leur situation professionnelle au sein de leur vie. Mais une autre enquête dit qu'à la suite du premier confinement, un tiers des Français interrogés auraient envisagé de chercher un travail plus porteur de sens. Donc voilà, comme disait Dimitri tout à l'heure, cette question de sens peut-être ressortie de manière plus intense dans la crise sanitaire. Et puis, une spécificité pour les cadres, 51% des cadres jugent très important d'exercer un métier qui a du sens. Mais après, je ne sais pas que les cadres qui ont du sens dans le travail, mais je pense que cette question de sens est essentielle. On le voit chez les clients qu'on accompagne. C'est-à-dire, vous connaissez peut-être le bouquin qui s'appelle en anglais Bullshit Jobs. Oui. En français, ça se dit les jobs à la con. C'est-à-dire, on a un grand nombre d'occupations, d'emplois, où on remplit des tableaux Excel, on fait des rapports, on fait des choses qui peut-être ne seront jamais lues, parce qu'on se demande ça sert à quoi. Et il y a un sociologue, je ne sais plus s'il était anglais ou américain, qui a fait un travail formidable sur ces jobs-là. Et il dit que finalement, avoir un travail où je ne sais pas à quoi je sers, à quoi je contribue, qu'est-ce que je produis, quel est le sens de ce que je fais, ça peut avoir un impact très important sur la santé mentale. Donc c'est pas juste une question de satisfaction, je suis bien parce que je sais à quoi je sers, mais vraiment il y a un terme psychologique qui est relativement récent, qui s'appelle le burn-out. Après le burn-out, qui est un épuisement professionnel parce qu'on s'engage trop dans son travail et puis ça n'apporte pas forcément des résultats attendus. Le bore-out, ça c'est un peu le contraire. On s'ennuie au travail, on n'a pas assez de tâches, on n'a plus de challenge et puis on a l'impression de tourner en rond. On peut parfois se dire, c'est bien, on est tranquille, mais effectivement, ça peut être très pesant. Et c'est long, les journées sont longues, j'imagine, quand on s'ennuie au travail. Et puis le burn-out, ce qui est une crise, enfin un épuisement professionnel par le sentiment de perte de sens. Alors on peut se dire que le sens, c'est peut-être aussi
une chimère, une construction culturelle où on se dit qu'il faut toujours avoir un sens. On est peut-être aussi un peu dans cette logique où il faut être productif, il faut avoir un but, une orientation, ce qui peut être aussi manipulateur. Donc à mon avis, il faut être aussi prudent par rapport à ça. Cependant, la question du sens, elle vient très très souvent dans les accompagnements quand on est avec les salariés. Parce que quand on les rencontre, souvent la première chose qu'ils nous disent, dans beaucoup de cas, j'ai fait le tour, j'ai tout vu, et puis je m'y retrouve plus, je ne vois plus de sens dans ce que je fais. Donc c'est un grand moteur, et si on ne l'a pas, tout d'un coup... On se sent beaucoup moins utile. Tous les jours, on a un petit peu moins de peps du coup pour se lever. Ou sinon, on a aussi, je pense, j'ai lu quelques articles là-dessus, certains ont aussi le sentiment de travailler, mais pas pour les bonnes raisons. Et de pas du coup, beaucoup travaillent par exemple, j'ai lu des exemples du type des personnes qui étaient dans le graphisme, etc. et qui disent mais en fait, moi le graphisme me plaît beaucoup, mais travailler pour une entreprise qui est au 440 et qui veut faire beaucoup de chiffres, ça n'a pas franchement de sens pour moi. Ouais, je me faisais plaisir, mais finalement pas, quoi. Finalement pas. Si c'est tout ça pour ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et dans ce cas, est-ce que j'irais pas plutôt faire, je vais dire une bêtise, boulangerie ou autre, mais en tout cas quelque chose qui a plus de sens, en tout cas plus de valeur pour soi, même s'il faut se lever le matin un petit peu plus tôt. Ok, donc autre chose à dire concernant cette quête de sens et ces questions de valeur? Je pense que ce qui est important d'ajouter, de mon point de vue, et c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que voilà, la question du sens, c'est important, mais en même temps, c'est de dire le sens ne vient pas que de notre travail. Et puis, on n'a pas besoin d'un sens, d'un objectif, d'une performance pour justifier de son humanité. Et on peut avoir un travail alimentaire, et puis avoir son épanouissement dans sa vie privée. C'est toujours, par exemple, dans les accompagnements, ce qui est important, et ce qu'on essaie de faire, c'est de regarder la vie dans sa globalité. Donc, il a le travail qui a sa place, qui sont très importants parce qu'on passe quand même 8 heures par jour au travail. Mais si on mise trop sur le travail, si notre sentiment de sens, d'utilité provient uniquement du travail, ça c'est aussi très très dangereux et c'est ça qui peut mener après au burn-out. Donc je pense que pour avoir une carrière équilibrée, il faut avoir une vie équilibrée. Et d'ailleurs, la carrière, c'est pas seulement le boulot, c'est aussi toutes les expériences formatives qu'on a eues dans notre vie en dehors du travail. Formation, le loisir, le bénévolat, les engagements associatifs. Et puis, c'est toujours une question d'équilibre et souvent une question de compromis. Un boulot idéal, ça n'existe pas. Ou rares sont les gens qui disent voilà, je vis pour mon travail, je n'ai pas l'impression de travailler, mais de m'amuser. Et c'est bien, pourvu que ça dure pour vous. Mais effectivement, c'est plus parfois une stratégie plus raisonnable, c'est de semer des petites graines, de voir qu'est-ce qui fait sens pour moi. Si c'est le travail, tant mieux, mais c'est bien d'avoir la source de satisfaction aussi ailleurs, la vie familiale, les engagements associatifs, etc. Donc un équilibre entre vie pro et vie perso. Oui, et ça peut être des bonnes stratégies si vous avez un travail où vous avez l'impression, où vous doutez du sens de ce que vous faites. Effectivement, le dernier recours, c'est de chercher ailleurs. Mais il y a des choses qu'on peut faire avant, c'est-à-dire peut-être prendre du recul par rapport à ce que je fais. Et peut-être qu'en remplissant le tableau Excel, vous avez l'impression que voilà, ça ne sert pas à grand-chose, mais en prenant du recul, en se rendant compte de tout, du global, votre petite tâche quotidienne peut avoir du sens. Je vais vous raconter une histoire d'une personne que j'ai accompagnée il y a déjà un certain moment. C'était un monsieur qui, pendant des années, a travaillé dans un centre de tri. C'était pas la Poste, mais un autre distributeur. Et puis, son job, c'était des travail de nuit. Donc pendant 8h30, il triait des colis. C'était notre département, ça c'est pas notre département. Et puis il avait des problèmes de dos, donc il allait être licencié pour inaptitude, et il était très, très triste. Et on discutait, et je lui demandais, c'était pas
Quand on regarde votre job de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être un métier de rêve. Oui, réjouissant. C'est ça, voilà. Et il me dit, figurez-vous que moi, j'adorais ce boulot, c'est pour ça que je l'ai fait pendant 20 ans. Parce que toute la nuit, j'imaginais que le matin, les gens vont recevoir leur colis dans leur boîte aux lettres, et c'était ça ma source de satisfaction. Donc parfois, on peut trouver le sens, même dans le métier qui a premier abord, dans les postes, ont l'air pas super épanouissants. Et puis, il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser. Essayer de trouver, de créer des liens dans le boulot. On a l'impression d'avoir fait le tour des collègues, mais peut-être commencer à avoir des discussions plus profondes. Leur demander, alors pour toi, pourquoi tu fais ce boulot? Qu'est-ce que tu penses de cette boîte? Pourquoi tu restes pour soi? Pourquoi on ne change pas? Ça peut être aussi chercher ensemble comment on peut s'engager différemment avec l'entreprise pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Des questions bêtes, je ne sais pas, trier les déchets, faire une collecte pour une association, organiser quelque chose pour des groupes vulnérables. Ça peut être, ce que j'aime bien, le terme slow working. Slow working, c'est travailler moins, mais mieux. On est tous, dans beaucoup de postes, on est un peu esclaves de to-do list. Il y a plein de petites choses à faire, 200 mails non lus, et puis on a toujours l'impression d'être dans une sorte de cercle vicieux où on fait plein de choses, et quand ma fille me demande à la maison « Qu'est-ce que tu as fait papa aujourd'hui ?» Je dis « Écoute, je ne sais pas. » Il y a beaucoup de choses et ça c'est vrai. Donc, slow working, c'est travailler lentement, c'est-à-dire identifier ce qui est vraiment important, essayer de trouver aussi, est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait plaisir dans ce que je fais, et puis peut-être prendre plus de temps pour ces tâches-là, et ça peut, j'essaie de le faire pour moi-même, c'est pas évident, mais je vois que ça m'apporte un petit plus, ça me permet de mieux vivre mon job actuel, parce que, rassurez-vous, je fais aussi beaucoup de tableaux Excel. Beaucoup de to-do list, avec ça, aussi 180 mails qui t'attendent. Après une journée comme ça, en plus, à mon avis. Ah oui, ça me fait penser finalement à toute la littérature que tu présentais au départ, c'est-à-dire, et en lien avec ce que tu disais, c'est-à-dire que le risque des slogans, trouver sa voie, faire un métier qui vous passionne, etc., le risque, ça serait de tomber dans une forme d'injonction de il faut absolument trouver du sens et faire un métier passion. Et c'est souvent la base dans beaucoup de logiques d'orientation, de commencer par dire qu'est-ce que tu aimes faire. Et quand on ne sait pas trop, des fois c'est pas toujours évident justement de savoir aller explorer ces différentes choses-là. On peut avoir le réflexe finalement de se dire que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que, comme Thomas, tu viens de le dire, parfois il suffit aussi de regarder son nez presque et voir ce sur quoi on peut déjà agir au plus proche pour se réapproprier ce qu'on fait. Tout ça finalement questionne un petit peu le rapport qu'on va avoir au travail, à l'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, comme vous le disiez à l'instant. Oui, ça a beaucoup de sens, ça, en fait, en ces moments, ouais. Quelque chose à rajouter par rapport à, donc, moi, j'ai envie de dire, petite conclusion déjà, c'est prendre du recul, et puis est-ce que, se poser la question, en fait, est-ce qu'on n'est pas si mal que ça? C'est ce que j'entends aussi, finalement, est-ce que... il y a peut-être d'autres métiers, effectivement. Moi, je me souviens aussi de personnes qui se disaient « Ouais, mais j'ai vraiment... depuis petite fille, j'ai envie de faire ça et ça me taraude encore. » J'imagine que ça, c'est encore des questions qui se posent. Est-ce qu'on doit réaliser son rêve, finalement? Est-ce que... Enfin, je m'interroge là-dessus. J'ai lu une étude, mais ça fait il y a longtemps, et il dit qu'il y a un très petit nombre de personnes qui ont ce qu'on appelle la vocation. Et voilà, depuis tout petit, j'ai voulu être médecin, j'ai voulu être psychologue, conseiller en évolution professionnelle, et que la plupart des gens, comme moi, je ne sais pas Dimitri si tu as une vocation de devenir un chargé de suivi CEP, je ne sais pas, mais c'est vrai que on parle souvent dans l'accompagnement, oui, définir une stratégie pour arriver à notre objectif. Mais finalement, la plupart d'entre nous, on a trouvé notre job un peu par hasard, quoi.
C'est-à-dire... les circonstances qui, effectivement, nous ont menés donc, à cet endroit. pour moi, se dire il y a un métier parfait pour moi qui m'attend quelque part, et si je ne le trouve pas, je vais être malheureux toute la vie, ça c'est faux. Ça, pour la plupart des gens, ça n'existe pas. Et puis aussi, je pense que même cette notion de vocation, on l'a trouvée dans le monde un peu religieux, on essaie de transposer à notre métier, et il y a un danger là-dedans, on l'a évoqué. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est souvent une question d'opportunité, où ce qu'on essaie de faire avec les gens qu'on les accompagne, c'est finalement la stratégie, le plan d'action. On le définit, mais l'objectif, c'est pas de suivre les étapes telles qu'on l'a décrites, mais plus être vigilant, être attentif aux opportunités qui peuvent se présenter, et être prêt de les exploiter si j'ai envie de les exploiter. C'est-à-dire, voilà, j'ai une idée d'évoluer vers un autre poste, du coup, je sais quelles informations suivre, et puis si je trouve une annonce, je sais comment postuler, je sais quoi faire pour les exploiter, je sais comment nouer les relations qui peuvent être utiles dans la mise en œuvre de ce projet, et puis aussi être capable de changer non seulement le plan d'action, mais l'objectif. Je voudrais être bien directeur de transition pro, mais aujourd'hui il y a quelqu'un d'autre. Voilà, il y a déjà quelqu'un. Je vais peut-être. On discutait tout à l'heure avec lui, mais bon. Voilà, être aussi flexible. Il y a à la fois un concours de circonstances qui fait que finalement le job de rêve ou le job idéal va pas forcément nous tomber dessus comme ça de nulle part. Et parce que ça suppose malgré tout peut-être d'y travailler, comme tu le disais, d'être attentif. Donc à la fois il y a une combinaison de facteurs, de hasard qui font que sur le chemin professionnel on va peut-être faire les bonnes rencontres, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et puis aussi, comme tu le disais, bien se préparer pour aussi saisir les opportunités quand elles arrivent. Donc il y a un mélange de circonstances et malgré tout aussi de pouvoir d'agir soi-même sur son parcours. C'est pas toujours facile à distinguer la part de circonstances et la part de ce que moi j'ai pu faire pour que ça fonctionne. Et puis après, dans ce que tu disais, alors ça rejoint ce que tu disais par rapport au slow working, c'est le côté petit pas. C'est-à-dire avancer par petits pas plutôt que peut-être se mettre un gros enjeu, une grosse pression sur l'objectif justement du jour au lendemain d'atteindre son rêve, de réaliser son rêve, mais peut-être de se dire aussi qu'il y a finalement des logiques où on y va petit à petit en travaillant différents aspects, en préparant le bon terreau pour que que le rêve puisse se réaliser. Et puis oui, des petites étapes intermédiaires, en fait, pas forcément miser la lune, mais déjà faire des petites étapes intermédiaires. Et puis on parle d'opportunités, on peut aussi parler de, alors je ne vais pas dire d'accident de vie parce que c'est pas toujours des accidents, mais il y a aussi la vie perso qui nous rattrape. Il y a effectivement, je sais pas moi, des changements dans la famille ou un déménagement, ou enfin voilà, il y a tellement aussi de choses dans la vie personnelle qui peut aussi venir impacter la vie, et donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte au fur et à mesure. Et effectivement, si on a misé la ligne tout de suite et qu'on n'avait absolument pas du tout envisagé ce type d'aléa, de bonheur ou de malheur, peu importe, c'est vrai qu'il faut quand même être agile et pouvoir rebondir aussi, donc pas trop miser sur la longueur, mais j'ai envie de dire accueillir et prendre ce qui vient en fait. On n'a pas trop le choix. C'est vrai. En même temps, quand tu parles des accidents de la vie, un autre danger, c'est de se dire, voilà, il y a les dispositifs, il y a des services d'accompagnement, on vous donne des compétences pour que vous puissiez vous débrouiller, ça vous suffit, voilà, vous savez maintenant comment nouer les relations, comment faire un CV, comment suivre les offres d'emploi. Donc si vous ne réussissez pas, c'est de votre faute. C'est pas du tout. C'est-à-dire, on le sait, le monde du travail, le marché d'emploi peut être dur, peut être injuste, parfois on peut tout faire sans réussir, donc c'est vrai, un peu le rôle qu'on a en tant que conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi d'identifier ces injustices qui sont réelles, et puis d'essayer d'agir
au niveau individuel pour trouver des solutions, si possible. Et puis aussi pour maintenir cet idéal, on a le droit de vouloir non seulement un projet de vie qui correspond plus à mes aspirations, mais aussi réfléchir à d'autres façons de faire, d'organiser peut-être la société, à d'autres façons de travailler, peut-être des façons plus coopératives ou collaboratives, avec une répartition des richesses plus juste. Donc je pense qu'il y a aussi cette ambition un peu plus large qu'on devrait avoir pour nos services, pour nos dispositifs, et parce que c'est tout simplement la réalité qu'on rencontre tous les jours avec les personnes qu'on accompagne. Alors du coup, en quoi consiste, on parle du conseiller en évolution professionnelle. C'est vrai que j'ai remarqué quand même qu'on parlait d'évolution professionnelle et que là, depuis quand même assez récemment, on parle carrément de reconversion. Là, c'est même plus on évolue, on a des petites étapes et puis on progresse en gros. Non, là, c'est carrément on se reconvertit, on change. C'est quand même plutôt incroyable. Vous allez garder, je pense, le nom de conseiller en évolution professionnelle pendant un petit bout de temps. Je me pose une question. Ça prend longtemps de définir un projet, de savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire de toute sa vie. C'est pas. Est-ce qu'on est vraiment sûr et est-ce que c'est pas un peu stressant tout ça quand on est salarié, quand on est aussi demandeur d'emploi, quel que soit le conseiller en évolution professionnelle que l'on est et avec le public avec lequel on travaille, comment on travaille avec ça? Alors c'est des très bonnes questions. Alors parlons d'abord du conseil en évolution professionnelle. C'est quoi? Alors tout d'abord, c'est un droit. C'est un droit de chaque actif, peu importe sa situation, peu importe son statut, un droit qui est en fait un service public. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs opérateurs qui peuvent vous accompagner dans vos évolutions professionnelles. Et le mot-clé, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire, vous pouvez être accompagné rapidement, c'est-à-dire avoir un rendez-vous rapidement et à un endroit qui soit proche de votre domicile. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si c'est un droit à quoi? Alors, à quoi ça sert? Alors, c'est un appui pour vos choix professionnels. Donc, on accompagne les salariés on ne va pas décider à leur place, mais le rôle du conseiller, c'est d'essayer d'apporter à la personne tous les éléments d'information et d'essayer de l'aider à structurer sa réflexion pour que la personne elle-même puisse prendre les décisions éclairées quant à son avenir professionnel. Troisièmement, c'est une sorte de lien de confiance. Ce n'est pas un guichet de banque où vous venez, on vous donne l'information et puis vous repartez. C'est pas non plus... c'est confidentiel, c'est-à-dire l'employeur n'est pas au courant, c'est votre démarche individuelle. Et tout ce qui est dit dans le cadre du conseil d'évolution professionnelle, ça reste entre vous et le conseiller. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut mobiliser, un conseiller en évolution professionnelle peut mobiliser un ensemble d'outils en termes de dispositifs de financement de formation, un ensemble d'acteurs qui peuvent vous être utiles pour votre projet d'évolution professionnelle. Et ce qui est important, c'est toujours en fonction de votre besoin. Donc, ce n'est pas une formation de 40 heures, ce n'est pas un bilan de compétences de 24 heures. Les conseillers en évolution professionnelle s'adaptent. Donc quand tu demandes est-ce qu'il faut beaucoup de temps ou il faut peu de temps, ça dépend. Ça dépend. Et aussi, en termes de la durée du déroulement du conseil en évolution professionnelle, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a un premier rendez-vous qui permet de faire le point, de poser alors aujourd'hui, j'en suis là, c'est ce que j'ai envie de garder. Ça, c'est les choses que j'ai plus envie de faire. Et puis, j'aimerais évoluer à peu près vers cette direction. Alors il y a des gens qu'on peut accompagner et qui ont déjà un projet très précis, qui cherchent juste un coup de pouce pour trouver un financement, un dispositif pour le mettre en place. Il y a d'autres personnes qui viennent qui disent « je ne sais absolument pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je ne veux plus faire ». Donc forcément, la durée va être différente probablement pour ces deux cas. Mais ce qui est important, c'est que c'est toujours ce premier rendez-vous qui permet d'identifier déjà votre besoin et de voir avec le conseiller qu'est-ce qui peut être utile pour vous. Donc, si c'est 10 heures, ça va être 10 heures. Si c'est 2 heures, ça peut s'arrêter là au bout du premier rendez-vous. Mais c'est cette flexibilité qui est importante. Alors j'ai justement une réaction sur
sur notre live, qui va dans le sens d'ailleurs de tout ce qu'on vient d'évoquer depuis le début, et y compris ce que tu viens d'évoquer à l'instant. Donc une réaction de Milly sur Facebook qui nous dit « Bonjour, merci pour ces clés. Je précise qu'il n'est pas évident de changer de métier et de se former à celui-ci sans avoir d'argent de côté. Le CPF ne peut pas couvrir la totalité des frais pédagogiques sur des formations longues, exemple diplôme d'éducateur de jeunes enfants, diplôme d'assistant social. Lorsque nous sommes déjà en poste, il faut oser une démission ou demander une rupture conventionnelle et tester une nouvelle formation sans être certain, entre guillemets, d'avoir fait le bon choix. Pas évident de se lancer quand on a une famille et ou des charges. » Bon, ça résume bien bon nombre de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc effectivement, alors moi j'entends qu'effectivement il y a dans cette situation en tout cas plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Il y a effectivement alors là je vais un peu prêcher pour ma paroisse, mais il y a effectivement, comme le disait la personne, des dispositifs démissionnaires qui peuvent exister. Puis il y a aussi ce qu'on appelle chez nous le PTP, le parcours de transition professionnelle, qui lui du coup permet de changer de métier, d'évoluer. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors là, en l'occurrence, dans la réaction, on entend parler de démission, rupture conventionnelle, où là, on met sur la table un autre dispositif. Oui, en tout cas, tout ça, c'est possible. Voilà, qui évitera peut-être la démission, la rupture, qui est le projet de transition professionnelle. Donc le principe du projet de transition professionnelle, c'est qu'un salarié du secteur privé, en CDI, en CDD, en intérim, en tant qu'intermittent du spectacle, peut formuler une demande de prise en charge auprès de Transition Pro Grand Est pour suivre une formation. Et si la demande est acceptée, le bénéficiaire de cette prise en charge pourra avoir une couverture des coûts pédagogiques, donc des coûts de la formation, et peut aussi profiter d'un maintien de sa rémunération durant le temps de la formation. Et ça en restant salarié de son entreprise. C'est une forme de congé pour suivre une formation. Après, ce qui est évoqué là en l'occurrence dans le message qui vient de nous être envoyé, c'est la question de la durée, de la prise en charge. Alors c'est certain que pour un projet de transition professionnelle, on va être sur une prise en charge qui sera limitée à 1 an. Après, plusieurs solutions sont possibles. C'est pour ça aussi que les conseillers en évolution professionnelle et les besoins d'accompagnement peuvent s'expliquer aussi par rapport à des situations comme celle-là. C'est qu'on peut éventuellement articuler plusieurs dispositifs pour couvrir une formation qui s'étalerait sur, par exemple, sur plus d'1 an, comme ça s'était évoqué là à l'instant, où on peut éventuellement démarrer par un dispositif et poursuivre avec autre chose. Et c'est là où, à travers ce qu'on appelle une forme d'ingénierie de parcours, d'ingénierie financière, les conseillers en évolution professionnelle peuvent intervenir. Et on voit aussi, pour aller dans le sens de ce que tu disais, que sur la question de la temporalité, effectivement, en fonction des durées de formation, en fonction du contexte des personnes, ça va aussi jouer sur cet aspect-là. Après, est-ce que, Thomas, dans votre activité, vous rencontrez souvent des situations comme celle-là où il y a des parcours de formation, peut-être en plusieurs étapes, où il faut un peu des fois bricoler pour réussir à aller au bout? Bricolage, ça résume bien le métier d'accompagnement. Mais j'adore ce commentaire parce qu'il pointe du doigt quelque chose d'important. C'est qu'il ne faut pas qu'on soit vendeur du rêve. Effectivement, il y a des situations, il y a des projets qui sont compliqués. Donc, le rôle de conseiller, c'est d'aider la personne à peser le pour et le contre, d'évaluer ses moyens, d'évaluer quel compromis je suis capable à faire. Ça va forcément, dans certains projets, certaines formations vont avoir un impact sur la vie de famille, sur ma situation financière, et puis de voir est-ce que j'ai vraiment assez de motivation, de ressources pour me lancer.
Est-ce que les moyens qui sont à ma disposition en termes de dispositifs, de financement, etc., sont suffisants pour me permettre d'y arriver? Donc tout ça, c'est des questions travaillées avec le conseiller, parfois avec des bricolages improbables. Et je souhaite féliciter la personne qui a écrit le commentaire pour le courage de non seulement nous apporter ce témoignage, mais pour le courage de s'être lancé dans ce projet. Parce qu'après, en termes quand on arrive au bout de ce type de reconversion, avec une formation qui a duré longtemps, quelle satisfaction à la fin. Donc je vous souhaite vraiment que vous puissiez arriver au bout malgré les soucis que vous avez évoqués. Et merci pour de l'exemple, pour ce témoignage. Et si cette personne justement a besoin d'un accompagnement, où est-ce qu'elle s'adresse? Comment elle s'y prend? Alors, oui, vous pouvez aller sur le site www.mon-cep.org pour trouver le conseiller et l'opérateur en fonction de votre situation et de votre localisation. Donc, oui, on parlait de démissionnaires. Ça, c'est aussi parfois quand on est un petit peu contraint, un petit peu pressé. La situation ne satisfait pas forcément. Et là, c'est en tout cas aussi un autre dispositif qui s'offre aussi aux personnes qui n'en peuvent plus souvent de leur travail ou qui ont, j'ai un exemple récent, quelqu'un qui a des soucis aussi parfois de santé et qui ne voit pas d'autre solution que de partir, et pourtant là aussi il y a des solutions quand on les pose, quand on prend un petit peu de temps et quand on est un petit peu accompagné pour prévoir ce type de reconversion liée en lien avec liée à des soucis de santé en tout cas. Donc on parlait un petit peu, vous avez autre chose à ajouter messieurs sur d'autres commentaires ou d'autres choses à nous dire? Peut-être qu'on peut expliquer un peu le dispositif d'émission reconversion. Je ne sais pas si il y en a parlé. Alors c'est un dispositif qui existe depuis fin 2019 et qui permet de démissionner de son CDI pour un projet de reconversion professionnelle, d'évolution professionnelle. Donc soit pour faire une formation, soit pour créer une entreprise. Alors l'avantage de ce dispositif, c'est que normalement, quand vous démissionnez de votre emploi, c'est une rupture de contrat qui relève de votre volonté, donc vous n'allez pas le droit aux allocations au chômage. Il y a une période de carence. Mais avec ce dispositif, si vous justifiez du caractère réel et sérieux de votre projet, vous pouvez démissionner et toucher vos allocations au chômage tout de suite. Alors, comment faire pour cela? Alors, ce qui est obligatoire ici, c'est le passage auprès d'un conseiller en évolution professionnelle qui vous aidera à formaliser votre projet sous forme d'une demande de caractère réel et sérieux de son projet. Cette demande, elle est évaluée par une commission qui siège au sein de Transition Pro, donc Transition Pro qui joue un rôle très important là-dessus, qui vous remet une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet. Et si vous souhaitez démissionner par la suite, c'est avec cette attestation-là qu'au Pôle emploi, ils vont vous verser vos allocations de chômage rapidement. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui est de plus en plus utilisé sous votre contrôle, notamment pour des projets de création d'entreprise, mais aussi pour des projets de formation. Alors effectivement, il y a des dangers, c'est une décision importante de quitter son CDI, mais ça peut être aussi un levier à utiliser pour son reconversion. Et c'est en ça où le conseiller en évolution professionnelle, là pour le coup, il est vraiment obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça tout seul, ou sinon effectivement on peut rencontrer aussi quelques petits soucis. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui doit être vraiment accompagné. Et là, c'est pas le conseiller en évolution professionnelle et conseiller. Là, il est vraiment obligatoire dans le cadre obligatoire, ce qui ne nous arrange pas, parce qu'on n'aime pas être obligatoire. Ouais, c'est un service qui a été pensé à l'initiative de la personne. Par contre, ça peut être intéressant.
ça peut être intéressant parce que peut-être qu'il y a des moyens ou il y a d'autres alternatives plutôt que le dispositif démissionnaire auquel vous n'avez pas pensé, notamment le PTP ou financement CPF, qui permettent peut-être de mieux sécuriser le parcours. Donc effectivement, il y a des personnes qui souhaitent mobiliser le dispositif, qui ont déjà tout pensé, tout réfléchi, le projet il est tout bon, ils ont juste besoin du Stempel, là on vous fait le Stempel, mais pour certaines personnes, le CEP a permis de découvrir d'autres alternatives ou voire de retravailler le projet, apporter des éléments supplémentaires qui permettaient à la personne de mieux concrétiser le projet. Donc malgré ce caractère obligatoire, le CEP peut être intéressant. Le conseiller en évolution professionnelle. Absolument. Dans le cadre d'un PTP, projet de transition professionnelle, et un autre acronyme encore, c'était CPF. CPF, le compte personnel compte de formation. personnel de formation. Qu'est-ce que c'est? Alors, le compte personnel de formation, c'est un compte qui est ouvert automatiquement. Ouais, on l'a tous. On l'a tous. En tant que salarié. Qui est alimenté, pour chaque année qu'on a travaillé, il est alimenté de 500 €. Si on a une reconnaissance de travailleur handicapé, l'abonnement est à hauteur de 800 €. Si on a un niveau de formation infrabac, pareil, ça va être 800 €. Infrabac, qu'est-ce que c'est que ça, infrabac? Moins de Moins. baccalauréat. Donc c'est un peu DUP, Ouais. pour son diplôme, pardon. Et alors, c'est plafonné à 500 € ou 8 000 €, mais cet argent, on peut en disposer pour acheter une formation. Donc il y a une appli mobile, qu'on peut télécharger dans le téléphone, ou le site moncompteformation.gouv.fr, où on peut regarder les formations et choisir. Alors qu'est-ce qu'on peut financer avec son compte personnel de formation? J'allais y venir, on ne peut pas tout financer. On ne peut pas tout financer, mais on peut financer déjà pas mal de choses. Donc des formations, il faut que ce soit des formations certifiantes, c'est-à-dire à la fin de la formation, il y a un diplôme ou un certificat qui soit reconnu par l'État. Ça peut être aussi un accompagnement à la création d'entreprise, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être une validation des acquis d'expérience. Donc ça, c'est un dispositif qui vous permet d'obtenir un diplôme sur la base de vos expériences, sans passer par la formation. Ça permet de financer les permis de conduire, sauf permis bateau, si je me trompe. Donc c'est quand même super intéressant. Alors, deux choses. Déjà, il faut bien... quand on a un projet et si on souhaite financer une formation, c'est important de comparer plusieurs organismes. Et là, le conseiller en évolution professionnelle peut vous aider. Et deuxième chose, attention aux arnaques. Moi-même, je reçois des textos et des appels qui disent, voilà, donnez-nous votre numéro de sécurité sociale, on va vous inscrire en formation Excel. Vous avez combien sur votre compte? 3 000. Ah bah c'est parfait parce que la formation coûte exactement 3 000. C'est 3 jours à distance, vous allez regarder les vidéos. Et souvent avec l'argument que les fonds disponibles sur le CPF ont une date de péremption. C'est ça, il faut vite faire... Ce qui n'est pas le cas. Les fonds disparaissent si on les utilise, mais par contre ils ne s'annulent pas au bout d'une date donnée. Oui, donc en fait, quand on a atteint le plafond des 5 000 ou 8 000, si on ne les utilise pas, on reste sur ce plafond-là, alors qu'en fait l'intérêt, et c'est pour ça que c'est fait, c'est de petit à petit se former, continuer un petit peu à évoluer, et puis ça réduit le compte qui va de toute façon réaugmenter jusqu'à son plafond, jusqu'à la retraite. Après, en vrai, on peut faire une formation financée par le compte personnel de formation sur temps de travail et hors temps de travail. Dans 99% des cas, c'est des formations hors temps de travail parce que si vous voulez les faire sur temps de travail, il faut l'accord de l'employeur. Parce que vous serez rémunéré le temps de la formation. Par contre, on peut mobiliser le CPF pour un projet qui est dans votre intérêt, mais aussi peut-être dans l'intérêt de l'entreprise. Un exemple, on va avoir un chargé de com qui veut apprendre à monter des vidéos parce qu'il n'a pas la compétence. Il peut aller voir son employeur et lui proposer tiens, j'ai envie de faire cette formation pour moi, mais aussi ça peut avoir une utilité pour toi. Et l'employeur peut abonder
peut prendre, peut financer le reste à charge ou voir. Oui, ils peuvent s'arranger pour faire moitié-moitié, ou enfin ils s'arrangent entre eux, mais effectivement donner un petit peu de son CPF et puis un petit peu d'argent donné par la direction, enfin par le plan de formation de l'entreprise. Et puis il y a d'autres abondements qui existent. Ça peut être, si vous travaillez sur un métier pénible, donc vous avez aussi un compte qui s'appelle compte de pénibilité, où vous cumulez les points pour chaque trimestre travaillé sur des emplois reconnus pénibles, donc travail de nuit, port de charge lourde, hauteur, chaleur, etc. Mais il faut que l'emploi soit déclaré. Vous pouvez convertir ces points en argent sur votre CPF pour financer des formations. Aussi, si vous avez une reconnaissance suite à un accident maladie, accident de travail ou une maladie professionnelle, si vous êtes reconnu inapte à la hauteur de 10% au moins, vous pouvez bénéficier d'un abondement de 7 500 € pour financer une formation. Voilà, il y a parfois aussi des abondements de la région, des OPCO qui commencent à se mettre en place. Il y a par exemple un abondement France Relance. Si vous choisissez une formation dans les domaines du numérique, si la formation est éligible, vous allez voir une petite case à cocher. Je souhaite bénéficier d'un abondement de 1 000 € de la part de l'État sur le reste à charge. Donc parfois il y a des montages comme ça. Et puis si rien ne marche, on peut toujours payer le reste à charge avec sa carte bancaire. Si c'est ça c'est dernier recours, hein, vraiment. C'est le but du jeu, hein, en tout cas du conseiller en évolution professionnelle, c'est d'utiliser tout le panel de dispositifs et d'aides avant effectivement de trouver des solutions ultimes comme celle-ci. Le public, on y vient donc, qui se tourne vers un conseiller en évolution professionnelle. Soyons pragmatiques, il peut tout à fait être dans le flou, de pas trop savoir ce qu'il veut faire, de pas forcément se projeter, ça arrive. Enfin, moi, quand j'ai préparé tout ça, je me suis retrouvée à plusieurs moments de ma vie professionnelle. Pas savoir trop quoi faire, on ne se projette pas trop, on a du mal à trouver une idée, et puis on n'est pas trop craintif de l'avenir, on attend limite de tomber sur le bon conseiller qui nous montre un petit peu la voie. Ça, c'est pas un petit peu déroutant pour un conseiller en évolution pro? Normalement, ça ne devrait pas être, parce que c'est normal d'avoir des doutes, de se dire est-ce que je me lance ou pas. Là, je pense que la plus-value du conseiller, c'est si vous êtes dans cette situation, effectivement, c'est ce premier rendez-vous qui va être important. Est-ce que vous avez un bon feeling avec lui? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir lui être confiant, de lui faire confiance? Est-ce qu'en termes de l'offre de service, de ce que vous avez défini ensemble, ce qu'il peut vous apporter, est-ce que c'est intéressant pour vous? Alors, ce qu'il peut vous apporter dans ces situations-là, c'est une structure, des informations fiables qui peuvent vous aider à voir si vous avez envie de vous lancer ou pas, et qui vous permettent peut-être de préciser les idées que vous avez ou pas, ou éventuellement d'en dégager d'autres. Donc, ce qui peut être intéressant là, c'est vraiment cet appui structurant un peu qui vous permettra d'avancer. Quelque chose à rajouter là-dessus, Dimitri? Je sais que tu as eu aussi, dans une autre vie professionnelle, tu as rencontré aussi pas mal de personnes comme ça. Toi, tu n'as pas été du tout dérouté par ce type de personnes. On dit quoi? C'est normal. Et puis on voit un petit peu, c'est peut-être aussi pas trop mal de faire au fur et à mesure avec la personne. Oui, c'est ça, c'est que finalement il ne faut pas se sentir obligé de venir voir un conseiller avec forcément déjà une idée prête en tête et se sentir gêné entre guillemets à l'idée de venir et dire voilà, je suis perdu, je ne sais pas trop quoi faire. Ça au contraire, c'est légitime, on peut probablement tous passer par là un jour ou l'autre. Après, ce qui est important aussi,
c'est peut-être ce qui joue au niveau de ce qu'on attend aussi du conseiller en évolution professionnelle. C'est-à-dire que d'expérience, j'ai vu des personnes arriver aussi avec vraiment ce niveau d'indécision et de flou total, et parfois avec une demande très claire qui est dites-moi ce que je dois faire, dites-moi où je dois aller, on revient, voilà, aidez-moi à trouver ma voie. Alors oui, alors on n'a pas de boule de cristal quand on est conseiller, donc ça ne va pas forcément se faire comme ça instantanément, même si on aimerait bien pouvoir avoir ce pouvoir-là, mais non, c'est pas encore le cas. Donc c'est tout à fait légitime de venir en étant perdu dans le flou. Il ne faut pas hésiter à confier ça au conseiller parce qu'il saura l'entendre, le prendre en compte, et il saura aussi se mettre d'accord avec vous sur comment on avance ensemble, comment on co-construit les choses, comment vous êtes à trouver justement des pistes qui pourraient vous intéresser. Ça se fera peut-être pas d'un claquement de doigts, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête, mais il y a différentes solutions et différents moyens d'avancer plus ou moins rapidement dans cette voie-là, de vous aider à y voir plus clair. Oui, puis peut-être que on va mettre un petit pas en avant, et puis encore un petit pas, et puis on va tester quelque chose, et puis on va voir que non, c'est peut-être pas ça, et petite étape par petite étape, en fait, on va avancer vers quelque chose. Il y a un certain nombre de pressions qu'on peut se mettre soi-même, ou qui sont mises aussi par l'entourage, sur le fait de ne pas trop savoir où on va. Socialement, c'est questionnant pour beaucoup, alors que, comme je le disais, on est probablement tous passés par là. Qu'il faut éviter de se mettre une pression folle, comme on le disait avant, sur le fait de se fixer un objectif et de devenir le prochain Bill Gates comme ça, d'un claquement de doigts du jour au lendemain. Directeur de transition pro. Voilà, directeur de transition pro, c'est un peu pareil. Mais voilà, il y a ce type de pression qu'on va se mettre sur l'indécision, sur le fait de ne pas savoir, et sur le fait de trouver tout de suite, de ne pas avoir le droit à l'erreur. Alors si aujourd'hui, il faut accepter qu'on peut se tromper, qu'on se trompe tous, et que c'est souvent comme ça qu'on avance et qu'on progresse, en fait, c'est la base de l'apprentissage. Donc voilà, se laisser le droit à l'erreur, se laisser le temps de la réflexion, ne pas se mettre trop de pression, mais avancer à son rythme, c'est ça qui est important. Alors je sais pas, c'est peut-être un stéréotype, mais est-ce que c'est pas plutôt des jeunes qui sont dans cette situation, qui est du je sais pas trop, je me suis pas trop interrogée, mais est-ce que c'est vraiment un stéréotype, ou est-ce que effectivement, quand on est un petit peu plus âgé, parce que parfois on a été aussi obligé, on a été orienté plus vers un endroit qu'un autre, et en fait c'est pas tellement ça qui plaît. Donc est-ce que c'est lié à l'âge ou pas du tout? Non, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Oui, c'est-à-dire que souvent pour des personnes qui veulent changer, ce que j'entendais systématiquement, c'est le bon moment. C'est le bon moment, c'est maintenant. Et la personne qui me disait ça pouvait très bien avoir 25 ans comme elle pouvait en avoir 55. Mais en fait, c'est surtout ça qui est important, c'est que la personne déjà d'elle-même soit convaincue que c'est le bon moment pour elle, et que finalement le critère d'âge va pas nécessairement jouer. Il n'est jamais trop tard finalement pour bien faire et pour finalement changer de... On peut avoir plusieurs carrières, on peut avoir plusieurs métiers dans une vie, notre personnalité, nos centres d'intérêt, nos valeurs peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. Donc on peut se retrouver dans une situation où on se redéfinit, on se questionne à nouveau. Et très honnêtement, voilà, toutes les personnes qui me disaient c'est le bon moment parce que j'ai 25 ans, j'ai toute la vie devant moi, j'entendais aussi l'inverse, c'est-à-dire des personnes plus âgées qui me disaient c'est le bon moment parce que j'arrive en fin de carrière. Donc les deux arguments sont valables, je ne porterai pas de jugement de valeur là-dessus, mais voilà, finalement il n'y a pas d'âge. Et on pourrait penser donc que les personnes plus âgées vont avoir un avantage, voilà, j'ai déjà essayé des choses, je sais ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, par rapport à un jeune qui a relativement peu d'expérience. Et ce n'est pas forcément le cas, parce que souvent quand on pense à une reconversion, un changement de carrière, ce qui suscite l'intérêt, c'est quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est dans le conseil en évolution professionnelle, on peut mobiliser les périodes d'immersion, c'est-à-dire aller voir un métier, essayer de voir les odeurs, l'ambiance, les bruits du métier, voir quel type de personnes travaillent dans l'environnement, dans cet environnement professionnel. Et voilà, avoir ces dynamiques de curiosité, de découverte, ça c'est
des beaux moments d'accompagnement quand on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Oui, c'est des outils à disposition, que ce soit des immersions, que ce soit aussi des rencontres de professionnels. On parle aussi souvent dans nos métiers d'enquête métier, c'est découvrir un petit peu quelles sont les conditions en interviewant quelqu'un, une connaissance ou même c'est aussi sympa de le faire avec des gens qu'on ne connaît pas forcément et qui sont souvent contents de parler de leur métier et de le faire découvrir, de parler voilà, des conditions de travail, de comment la personne en est arrivée là, comment se passe une journée, combien on est payé, qu'est-ce qu'il y a d'enquiquinant dans votre boulot et en même temps qu'est-ce qui vous fait plaisir. Et puis voilà, c'est ce genre de questionnement qui est intéressant aussi d'avoir pour, avant de tester un métier, savoir déjà un petit peu où on va mettre le pas. Très bien. On a aussi d'autres personnes qui ont des idées un petit peu plus précises et qui en fait veulent prendre le temps un petit peu d'évaluer, de se projeter dans l'avenir, qui vont, tu le disais tout à l'heure, vérifier si les informations sont vraiment fiables, qui ont besoin de comprendre, qui hésitent parfois entre deux idées et qui ont besoin d'avoir des bases solides pour se décider, est-ce que je vais plutôt sur cette voie, est-ce que je vais plutôt sur telle autre, qui cherchent du coup, on disait, des modèles, voilà, des retours d'expérience et qui finalement recherchent un petit peu à une certaine structure, en tout cas un plan d'action. Tu le disais tout à l'heure aussi, qu'est-ce qu'on met en place en tout cas pour arriver à toucher la Lune et puis à suivre bon an mal an ces différentes étapes. C'est aussi là normal. Oui. Chacun. C'est C'est grave docteur. Non, c'est pas grave. Enfin, pour moi, c'est pas grave. Je pense qu'effectivement, le but, c'est de montrer aussi que où que l'on soit, en tout cas, tout est normal. Que l'on ait des idées, pas d'idées, 36 idées ou qu'une seule bien précise et qu'on a déjà démarré. En fait, voilà, c'est... Il y a une question de fond derrière ça, c'est-à-dire que d'où vient l'indécision au départ? Est-ce que j'ai pu voir effectivement des personnes indécises, mais plutôt dans l'idée simplement de ne pas passer réellement à l'acte du projet qu'elles ont en tête, justement parce qu'elles se demandent comment se concrétiser un projet ou un changement pour être perçu par l'entourage. Se font aussi des représentations sur quel impact est-ce que je vais être soutenu et quel impact ça va avoir sur mon environnement. Et aussi vis-à-vis des professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on voit des personnes se mettre des freins en se disant il y a des demandes, je ne suis pas encore sûr d'y aller sur mon projet, ou alors il faut que je trouve une manière qui semblerait entendable pour un professionnel. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer ça parce que ça sera plus parlant. Une personne qui travaille dans la grande distribution et qui est intéressée par ce qui touche la soudure, tout simplement, vient prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle et dit justement je veux me former en soudure pour devenir soudeur, trouver un emploi de soudeur. Et après que le lien entre guillemets avec la personne se soit installé, que la personne se rende compte que le conseiller en évolution professionnelle ne mange pas et ne mord pas, comme la campagne publicitaire récente qui était drôle, se libère un petit peu plus et se dit en fait je peux parler librement, j'ai pas forcément de filtre à me mettre. Et en fait cette personne-là avoue qu'en réalité son objectif n'est pas réellement de devenir soudeur dans une usine par exemple, mais qu'elle a un projet puisqu'elle monte des sortes de véhicules de type un peu karting avec toute une structure autour, que son projet serait d'acheter un local, d'ouvrir une salle et d'utiliser donc les véhicules qu'elle cherche à construire elle-même et à homologuer derrière et qu'elle ne sait pas trop réellement comment ça pourrait se concrétiser. Donc il y avait un peu la demande première explicite de je veux devenir soudeur parce que ça passe partout entre guillemets. Et puis on en cherche. On en cherche en plus de ça, donc c'est intéressant, mais il y avait un projet beaucoup plus précis et original, beaucoup plus créatif dans une certaine mesure,
que la personne n'osait pas déclarer parce qu'elle avait peur que ce soit vu comme quelque chose de loufoque, alors qu'en réalité, non, on est justement là pour entendre ce type, enfin la vérité tout simplement, et que c'est d'autant plus intéressant aussi, même en tant que professionnel, d'accompagner parfois des projets qui sont plus originaux. Donc il y a quelque chose à travailler effectivement autour d'où vient l'indécision de la personne, qui est souvent liée à des représentations sur un métier, sur le parcours à réaliser pour atteindre l'objectif, sur les difficultés, le temps que ça peut prendre, la perception de l'entourage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à lever auprès de ces publics qui peuvent avoir une idée mais qui n'osent pas encore tout à fait se lancer aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il y a aussi ceux qui ont une idée précise. Là, à la limite, ils ont déjà établi un petit peu toutes les étapes, ils l'ont déjà engagé. Et puis alors eux, c'est un petit peu... eux, quand ils viennent voir un conseiller en évolution professionnelle, c'est plutôt là, j'ai un souci. Là, j'ai un souci de dernière minute, il va falloir m'aider. J'en suis là, j'ai déjà avancé. Et en fait, c'est vraiment c'est un moment de doute, c'est souvent une aide ponctuelle, mais là aussi, c'est pas plus facile à travailler que le reste. Vous êtes adaptable? Oui, ça dépend de la situation, mais effectivement, ça arrive très souvent. J'ai une idée très précise. J'ai déjà fait mes enquêtes, j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai un petit obstacle où voilà, j'ai besoin de confirmer. Là, le rôle du conseiller, ce que la personne va attendre, c'est voilà, est-ce que la personne qui va m'accompagner, est-ce qu'elle est déjà légitime par rapport à ça? Est-ce qu'elle peut m'apporter ce dont j'ai besoin? Donc là, le rôle du conseil, c'est de voir est-ce que la personne, est-ce qu'il y a pas quelque chose qu'on aurait oublié? Est-ce que par rapport à cette problématique précise, est-ce que j'ai une réponse technique, peut-être en termes de financement, comment je lève cet obstacle? Et puis il va avoir peut-être un rôle de coach qui va aider la personne à maintenir le cap, à avancer par rapport à son plan d'action. Voilà, donc on va vraiment avoir ce rôle de je vous aide à mettre en œuvre ce que vous avez déjà décidé de mettre en œuvre, à lever les obstacles quand il apparaît. Très bien. Donc on voit bien qu'il y a tout type de... Alors nous on dit de public, mais en même temps il y a tout type d'état d'esprit dans lequel on est quand on vient voir un conseiller en évolution professionnelle. Je pense qu'en fait, ce que je rejoins, comment je pourrais résumer tout ça, tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est quand même de dire que changer de métier, en fait, c'est possible, mais quand même pas tout seul. Il vaut mieux pas, se fier au bouquin, c'est bien, mais quand on a une question bien précise, quand on a quelqu'un en face de soi qui répond spécifiquement à nos demandes, quand même un petit peu plus facile, non? Je pense que c'est important. Tu vas pas dire le contraire en même temps. Oui, je suis bête. On est des êtres sociaux. On se construit dans la communication, dans l'interaction avec l'autre. Et puis, rien que le fait d'avoir ce miroir structurant qui vous écoute, qui vous permet peut-être d'éclaircir certains points, qui vous permet de structurer votre démarche, ça c'est forcément utile. Donc voilà, venez quand vous êtes. Oui, ça c'est déjà pris, je crois. Professionnel. Ça a déjà été pris par quelqu'un de plus connu, je suis désolée. Donc une dernière question, Thomas, parce que je crois qu'on n'est pas loin de l'heure de discussion quand même, hein, mine de rien, ça passe très vite. Est-ce qu'une fois qu'on a travaillé sur une nouvelle orientation, finalement, est-ce qu'on change de métier pour autant? Est-ce qu'on passe à l'acte? Est-ce que quelquefois ça fait juste du bien d'avoir réfléchi à tout ça, de voir que c'est possible, mais est-ce que réellement on passe à l'acte à la fin? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on saute dans le vide ou pas? Ça fait pas un peu peur? Non, il y a toujours de l'incertitude. Ouais. Il n'y a pas de reconversion où il n'y a facile. pas de risque. Oui, bien sûr. Ça c'est vrai. Pour autant, je pense qu'on a cette chance en France, et moi qui ne suis pas que français, je le vois. On a cette chance de pouvoir mobiliser plein de choses, de pouvoir sécuriser sa démarche. Et si on fait ce travail-là,
c'est aussi pour voir les gens réussir. C'est-à-dire, les conseillers, le rôle, c'est aussi d'accompagner jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'au moment où vous trouvez ce nouveau métier, enfin, ce nouvel emploi. Donc, et on le voit, et ça se passe réellement. Alors, je n'ai pas de pourcentage, combien de personnes qui ont rencontré un conseiller vont vraiment mettre en œuvre leur projet, mais c'est quand même une proportion assez importante. Et puis, si on ne s'est pas lancé, c'est peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que l'accompagnement, c'est pas, en conseil d'évolution professionnelle, c'est pas one shot. Voilà, vous venez, vous faites votre projet, et puis vous le faites ou pas, on s'en fout parce que c'est fini. Donc, on peut revenir au bout d'1 an, de 2 ans, de 5 ans, avec une autre demande, ou la même demande, c'est peut-être maintenant de faire ce projet, de le réaliser, alors qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Donc voilà, c'est un service qu'on peut mobiliser tout au long de sa vie, et même si on change de statut, change de situation, on peut être accompagné toujours par le même conseiller ou pas. Voilà, vraiment... Sauf si lui a changé de métier. Voilà, sauf si lui s'est reconverti. D'accord, très bien. Autre chose à rajouter avant de conclure et de clôturer ce moment d'échange? Non, mis à part dire qu'effectivement, je trouve qu'on a bien résumé la situation. C'est-à-dire que se reconvertir, changer de métier, c'est possible. Soyons francs, ça ne se fait pas toujours en un claquement de doigts. Il peut y avoir, on l'a vu, certaines pressions, des obstacles, des représentations, certains freins, réels ou pas. Il y a une forme de prise de risque, on l'a vu dans le commentaire qui a été mis sur le live, sur l'idée de il faut oser. Oui, voilà, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et pour baigner dans pour tomber dans la marmite du conseiller en évolution professionnelle depuis quelques temps, on en a tout à fait conscience, on en prend compte, on le sait, on sait ce que ça représente, tous ces aspects-là pour une personne, on le partage et on soutient aussi, autant qu'on le peut, cette prise de risque-là, le fait d'oser, en essayant de sécuriser au maximum ces transitions, ces évolutions, ces changements, tout simplement. Très bien, merci. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour le bon déroulé de cet événement. Donc n'hésitez pas à nous retrouver jusque 17h. Nous serons en visio, on passe derrière l'écran et on sera sur nos ordinateurs, chacun d'entre nous, pour répondre à vos questions. Nous avons prévu aussi une petite salle pour les questions un petit peu plus précises, en tout cas qui demandent un entretien individuel, on va dire ça comme ça, en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément à exposer à tous. Donc rejoignez-nous pendant ces portes ouvertes virtuelles. Donc nous sommes là non-stop jusqu'à 17h. Sans manger, on va juste aller boire un petit café. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis à très bientôt.